En fait, chacun de nous a sa façon de concevoir les choses. C'est pour ça que quelqu'un disait, et c'était Lacordaire, il disait ça à la fin du 19e siècle. Il disait, tout le monde regarde ce que je regarde, mais personne ne voit ce que je vois. On le voit aujourd'hui. Même la fabrication d'une peau, de la peau, on le voit aujourd'hui dans notre milieu. Nous, surtout, je m'adresse ici à nos enfants, nos sœurs, nos mères, nos mais chacun aussi les hommes. Hein. Oui, je ne dis pas, mais bon, c'est... Bon, mais plus les femmes. C'est vrai. Ce que vous dites là, les hommes ne sont pas épargnés. Tous les efforts sont faits pour que j'enlève la couleur noire sur mon corps là et je mets la couleur blanche ou la couleur rouge. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ou alors c'est la couleur rouge, jaune ou je ne sais pas. On fait tout pour acheter des produits chimiques pour changer cette peau-là. Peut-être Dieu a eu tort de me donner cette peau noire-là. On croit que c'est la peau de Shaitan. Et les religions qui nous sont parlé entre parenthèses, nous ont fait montrer que bon, la couleur noire c'est la couleur de Shaitan, la couleur blanche c'est la couleur de Jésus, tout ça là-bas. Pour nous amener à comprendre que cette couleur-là qui est noire, vraiment c'est la couleur de la malédiction. C'est une erreur. Le noir, nous sommes aujourd'hui encore comme les enfants qui ne grandissent pas, qui n'ont pas grandi. Et il y a quand même des gens qui ont des éveilleurs de l'esprit. Autrefois, je me rappelle, il y a un certain Cheikh Hamidou Khan qui disait quelque part dans ses écrits, il dit, je te remercie mon Dieu de m'avoir créé noir. Et quelque part, il a ajouté en disant le blanc est la couleur des circonstances, le noir celle de tous les jours. Pour être fier de cette peau noire que Dieu a lui donnée. Dieu n'a pas tort de nous créer noir. Il sait pourquoi. Et je dis, il ne faudrait pas qu'on pense qu'il faut être blanc pour être considéré. Non, la couleur blanche, comme le disait Cheikh Hamidou Khan, c'est la couleur des circonstances. La couleur noire, c'est celle de tous les jours. Il faut être fier de ce que Allah a fait en nous. Dieu n'a pas été injuste en nous donnant cette couleur-là. Et peut-être il y a aussi, tu vas trouver parmi les gens qui ont la couleur blanche, ceux qui vont regretter d'avoir cette couleur aujourd'hui et qui aimeraient avoir cette couleur noire. Mais la proportion est plus grande par rapport à ceux qui ont la couleur noire et qui voudraient vivre comme les blancs. Aujourd'hui, même sur le plan de la vie simple, c'est-à-dire la consommation, la nourriture, tout ça, l'habillement, tu entends très souvent les gens dire, moi je vis comme un blanc. Mais est-ce que vivre comme un blanc, c'est vivre bien? Moi, je vis comme un blanc. Bon, ça c'est, c'est-à-dire qu'on est, comment dire, on est, complexe. Oui, on est complexé par les apparences extérieures, mais ces apparences sont trompeuses. Et un jour, je me suis retrouvé en France en 1991, et il se trouve que j'habitais à l'hôtel Printania. Non loin de le stade, comment on appelle, Parc des Princes. Et le bruit qu'on faisait là-bas quand il y a match, tu sentais que ces gens-ci sont bien plus fanatiques que les nègres, les noirs que nous avons laissé au pays. Et il se trouve qu'il y a, je me rappelle qu'il y avait un monsieur qui venait tout le temps, tout le matin, quand je tardais à aller à l'école pour me dire que ça fait toute la journée d'hier, il n'a pas mangé. À l'époque, il n'y avait pas encore l'euro, c'était le franc français. Quand je lui donnais 10 francs, malheureusement, au lieu d'aller manger, il partait d'abord chercher la cigarette. Et ça me faisait très mal. Quelqu'un te dit qu'il a faim. Tu veux qu'il achète peut-être un gâteau ou quelque chose pour manger, mais il doit d'abord acheter la cigarette. Un blanc chèque. Oui. Et à un moment donné, il m'a posé la question de savoir. Nous étions à deux, j'étais avec mon camarade Botomban. Et il me dit, mais en vrai, c'est que vous êtes venu par bateau. Il dit, non, on a pris l'avion. Vous avez pris l'avion? Vous êtes ah, monsieur. C'est-à-dire que tu sens qu'un blanc qui voit que monter dans l'avion, pour lui, c'est aller au paradis. Mais nous ici, nous pensons aujourd'hui que le blanc, c'est lui, il a toutes les facultés. Non. Il faut qu'on arrête de penser à ça. Et il faut savoir que parmi les gens qu'on appelle les clochards là-bas, qui vivent dans des égouts des métros là, dans les trottoirs, qui passent des nuits à la belle étoile dans les trottoirs, il y a parmi les blancs. Donc on ne pense pas que être blanc, ça veut dire qu'on est la meilleure personne. Non. Et la vie même, et je dis même, parfois, il y a des réalités qui, chez nous, ici en Afrique, qui font en sorte que la vie en Afrique soit meilleure que celle-là. Je prends un exemple simple. Un jour, je rentre de l'école et je passe par un magasin. On voulait faire des achats. Et je trouve tout de suite la banane. La banane, c'est un Marocain qui vendait. J'ai tout de suite eu envie d'acheter la banane et manger.
Bon, alors quand j'ai demandé, on a pris 3 doigts, on a mis sur le kilo. Et j'ai payé ça à 12 francs. À l'époque, le franc français c'était 50 francs. 12 francs, ça faisait combien? Ça faisait environ 600. Hey. 3 doigts de banane. Oui, 3 doigts de banane. Bon, c'est un peu près. Nous sommes bien ici au Cameroun. Bon. Donc, maintenant là, regarde, 3 doigts de banane à ce prix-là. Et la banane là, la peau était très très épaisse. Le dedans était très petit. Donc ça veut dire qu'on a même cueilli ça quand ce n'était pas encore à maturité. Et quand on mangeait ça, ça n'avait pas le goût de la banane de mon village là. Bon, mais on a fait ça parce qu'on avait envie de manger la banane. Et après avoir acheté, on a dit à ce monsieur là que chez nous au village là, avec 600 francs, tu as tout un régime de banane. Il dit ah bon? Et mon collègue dit non, c'est pas un régime, dit des régimes de bananes. Avec 600 francs, tu as des régimes de bananes. Mais le monsieur l'a dit, mais vous êtes comme au paradis là-bas chez vous. Hein. C'est pour dire qu'il y a des choses ici chez nous qui sont favorables par rapport à eux. Tu veux acheter une goyave, on pose d'abord au kilo. Pour que ça monte le prix que tu... Non, mais ça... Chez nous, là, on leur dit que les goyables, là, c'est les singes qui jouent avec ça en brousse. En brousse. Oui. Donc, il y a des choses qui... N'ayons pas honte de notre pays, de notre milieu naturel. Nous sommes parfois meilleurs que ces gens-là. Mais ça fait c'est aussi quelque chose d'important. C'est pour essayer un peu de revenir dans ce que vous avez dit, les comportements alimentaires. Vous avez dit tout à l'heure... que nous sommes bien chez nous, en fait, on mange bien et tout ça, mais on se rend compte que on cultive plus certains produits, à savoir peut-être le cacao, le maïs, mais ce qui se voit aujourd'hui, c'est on ne consomme pas ça, on prend plutôt ce qui vient d'ailleurs. Le blé, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que on délaisse nos propres cultures, en fait, ce que nous cultivons ici pour aller commencer à manger ce qui vient d'ailleurs. Bon, en fait, il y a l'agriculture là, elle est faite. Il y a ce qu'on appelle les cultures de rente, il y a les cultures, l'agriculture de consommation et l'agriculture en fait pour la vente quoi. Bon, le cacao, c'est pas, on devrait le consommer, mais aujourd'hui, dans nos milieux camerounais par exemple, est-ce qu'on a les capacités de transformer ce cacao pour le rendre comestible chez nous? Non, et ces gens, ces blancs nous tiennent quelque part. C'est-à-dire que ils nous encouragent à travailler, à cultiver en masse les produits ou bien les choses que nous ne pouvons pas consommer en l'état nous-mêmes et pour lesquelles nous sommes obligés de faire appel à leur technologie pour consommer. Et vous allez voir que ces produits-là, par exemple le cacao, par exemple le café, les prix vont rester stables au moment où les produits manufacturés comme le chocolat vont augmenter. C'est-à-dire que le cacao est pris chez nous. On va le transformer là-bas et nous le ramener maintenant sur la forme de chocolat. Mais pendant que le prix du cacao reste le même, ça ne change pas. Parfois même ça baisse. À ce moment-là, le prix du chocolat, lui, augmente. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est-à-dire que les relations économiques ne sont pas équitables ici. En fait, si le prix du chocolat devrait monter, le prix du cacao aussi devrait monter. Bon, donc on cultive beaucoup plus ce que les autres vont consommer. Et si nous devons le consommer, ça doit passer par un processus de transformation. Et ce processus est maîtrisé par autrui avant que je ne puisse consommer. Aujourd'hui, tu fais le cacao dans un village comme le mien. Bon, si on n'achète pas ça, tu ne vas rien faire. Si tu vas mettre ça au feu, tu vas brûler. Parce que ça ne va rien te servir. On ne peut pas manger le cacao en état. Je ne sais pas, peut-être dans d'autres sociétés, mais dans notre société, bantou aujourd'hui, le cacao, c'est que pour le manger, il faudrait le transformer. Et les transformations aujourd'hui, bon, peut-être ça commence à être fait localement, mais elle ne mérite pas vraiment la valeur de ce qui vient d'ailleurs. We are talking about how to prepare our future, how to develop maybe our future without getting away from our origins.
Comment pouvons-nous préparer notre avenir sans nous éloigner de nos origines? C'est la thématique de ce matin dans ce studio avec Cheikh Bel Mahmoud. Pour ceux-là qui viennent de nous joindre, vous êtes en train d'écouter Assalamu alaikum sur les ondes de la 99.3 MHz, la fréquence qui nourrit l'âme. Parlons des origines ethniques. Nous avons une histoire, d'abord une culture, une langue ou un dialecte, une mode de vie, bien souvent tous ces éléments à la fois. Et également, nous avons une façon, la cuisine, l'habillement. Nous allons revenir dans tout ça, Cheikh. La religion également. Si nous avons déjà parlé de l'identité, la cuisine et ce que nous produisons, mais nous ne consommons pas, soi-disant, en tout cas. C'est la culture de rente. Oui, voilà. Et parfois, maintenant, le président nous avait appelé de manger bio, ou bien de consommer bio, ce que nous-mêmes nous avons produit. Mais maintenant, on se rend compte que les pizzas, les hamburgers, c'est ce qui nous importe plus si on abandonne les couscous, le manioc, le coq, le sanga, tout ça qui nous rend forts, vite. Oui, qui a même des vertus thérapeutiques pour notre santé, on abandonne ça parce qu'on est complexé par ce que font les autres. On veut faire la taille. Alors, il faut faire très attention. Il faut faire très attention sur le plan alimentaire là, et vraiment, on est en train de nous créer beaucoup de problèmes. Et ces produits qui viennent même d'ailleurs, et s'ils sont manufacturés, bon, il y a la chimie qui entre en ligne de compte dans la composition de cela. Et il faut savoir qu'il y a toujours une différence entre quelque chose de naturel et quelque chose de chimique, voilà. Donc, lorsque le chef de l'État nous amène à consommer bio, c'est peut-être c'est pas une façon de nous renfermer dans notre carcan, mais à privilégier ce qui sort de notre propre champ, oui, de notre propre sol. Et il se trouve que dans notre propre sol, il y a aussi des gens qui cultivent sans même l'utilisation des engrais. Il y a des endroits comme par exemple la ville de Fumbo, de tout ça là, où la terre est tellement fertile que tu mets la graine au sol sans avoir besoin de l'engrais, ça va pousser. Bon, donc ça là, ça a beaucoup plus de valeur nutritive que les choses qui sont faites de façon chimique, qui sont faites, et on ne sait pas quels sont les produits, les ingrédients qu'on y met. Peut-être qu'ils peuvent avoir un effet négatif quelque part dans notre santé, mais c'est ça qu'on privilégie aujourd'hui. C'est un tort de le faire comme cela. Donc le chef d'État, quand il nous demande de consommer bio, c'est nous ramener à assurer même et à consolider notre santé et à pouvoir aussi être autosuffisant sur le plan alimentaire. Quand je dis autosuffisant, ça veut dire que nous-mêmes nous cultivons ce que nous consommons. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à autrui. Sur le plan local, je peux avoir mon manioc, tu as peut-être ton plantain et tout ça là, on peut peut-être échanger, un peu comme on le faisait à l'époque, on appelait le troc. On n'a pas besoin de trop d'opérations complexes pour pouvoir s'alimenter, mais de façon interne dans une société, on peut vraiment assurer son alimentation sans avoir besoin de trop d'apports extérieurs. Parlons également de l'habillement. Voilà. On a mis nos pagnes de côté. Oui. On a décidé de porter les mini-jupes, les pantalons jeans, les collants, et on met nos pagnes de côté. Le pagne de côté et le kabangondo de côté. C'est des habits qui couvraient le corps parfaitement autrefois. Et je me rappelle, ma grand-mère, je l'ai vue avant qu'elle ne meure. Chaque fois qu'elle s'habillait pour aller à l'église, je vous dis, ma grand-mère, à l'époque, elle n'était pas encore musulmane, elle s'est islamisée quand elle avait presque 62 ans. Bon, mais avant cet âge-là, elle s'habillait correctement, étant chrétienne à l'époque. Bon, aujourd'hui, malheureusement, les femmes de son âge elles rivalisent dans l'habillement des mini-jupes. On appelle même, j'ai suivi quelqu'un appeler même ça la jupe entonnoir. Bon, je ne sais pas comment on appelle la jupe entonnoir. Les dos nus, c'est-à-dire que tu vois, la femme, elle est habillée, mais le dos est complètement nu. Comment on peut choisir de s'habiller et rester nu? Donc, tout cela parce qu'on a vu peut-être que les autres faire. Et peut-être les autres qui ont fait, ils avaient la peau blanche. Et on croit que ce qui est par le blanc est toujours ce qui est meilleur. Non.
Non, qu'on cesse de penser ainsi. Parfois, ce qui nous amène, ça vient plutôt pour nous détruire. Et sur le plan culturel, aujourd'hui, nous n'avons pas connu. Moi, j'ai grandi sans savoir qu'il existait un mot qu'on appelait homosexualité. Je n'ai pas connu ce mot-là. Je ne peux pas imaginer qu'il peut avoir, que l'homme peut penser qu'il peut épouser un jour un homme. Non. Mais aujourd'hui, c'est arrivé. Et il y a des choses sur tous les plans. J'ai grandi, je vous dis mes enfants, je ne connaissais pas ce qu'on appelle la morgue. Non, on savait chez nous, même au village, que quand quelqu'un meurt là, on envoie les gens dans les villes. Si vous avez des enfants à Yaoundé, à Douala, appeler en un jour, 2 jours, il y avait des herbes qu'on faisait là pour essayer de conserver le corps. Après 2 jours, on l'enterrait. Aujourd'hui, dans le même village, quelqu'un meurt, on prend le corps, on paye la voiture pour aller d'abord en ville pour mettre à la morgue et organiser le deuil. Tout ça là, vraiment, c'est des choses qui viennent plutôt pour nous détruire et détruire notre économie. Et vous avez fait toutes ces dépenses là, la vieille là, peut-être la veuve va rester avec les orphelins, étant endettés, n'ayant rien pour survivre parce qu'on a pris tout pour faire un grand deuil, parce qu'on a voulu donner l'honneur à la personne. Vous allez voir un cercueil qui a coûté 1 million, la discussion est là. On voulait un cercueil de 600 millions, non, il ne mérite pas ça, il faut au moins 1 million de francs. Le costume qu'on va mettre sur le corps, on va mettre ça dans la terre, ça va pourrir là-bas, ça va servir à quoi? Et on va laisser les orphelins affamés. Non, nous ne sommes pas intelligents. C'est parce qu'on a vu les autres faire comme ça. Nous sommes en train de suivre comme des moutons. Cessons de suivre. Le suivisme aveugle, c'est un tort, c'est une faute, c'est l'égarement. Et quand ça arrive aujourd'hui sur le plan religieux, c'est encore pire. Vous l'aurez compris, hein, forcément, on a encore des choses très importantes à partager ce matin, mais en restant toujours au niveau de la thématique concernant les... comment on les appelle, les coutumes et les modèles importés. Regardons par exemple, quand on veut développer son pays, on se rend compte que auparavant on donnait des bourses aux Camerounais, en fait aux citoyens, pour qu'ils puissent aller continuer les études en Europe, mais cela ne revenait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne revenait pas, Cheikh? Je vous dis le complexe là, le milieu dans lequel il va vivre quand il est en Europe, il croit qu'il est arrivé dans un demi-paradis. Bon, il voit que revenir en Afrique, lui, il n'est plus. Et il veut même changer la peau. Bon, alors il est une hybride, il ne sera jamais un Européen. Bon, et il y a aussi des situations qui peuvent faire en sorte qu'il ne trouve même plus moyen de revenir. Vous connaissez nos frères. Parfois, il a fait quelque chose là-bas, il se trouve incarcéré quelque part, il n'a pas moyen de revenir. La famille qui sait qu'il est incarcéré pour avoir fait le banditisme, il ne vous dira pas. Toujours, non, mon fils est en Europe. Et aujourd'hui, on a une mauvaise façon de soutenir nos enfants. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple, je suis en ville, je suis au village. J'envoie ma fille en ville. Bon, pour des études. Mais, il se trouve que là-bas, elle a abandonné les études, elle a commencé à faire ce qui n'est pas normal. Mais comme elle m'envoie de l'argent, tu dis un jour que ma fille est une prostituée, tu auras un problème avec moi. Aussi longtemps qu'elle m'envoie de l'argent, oh ma fille, c'est elle qui m'entretient. Si c'est un garçon, je sais qu'il fait le banditisme, mais c'est lui qui m'a acheté cette voiture qui est dehors. Tu veux que je laisse quelqu'un qui dit que mon fils est bandit et je le laisse sans le molester si j'ai la possibilité? Non, je dois soutenir mon fils malgré le fait que je sais qu'il est bandit. Je ne veux même pas qu'on dise qu'il est bandit. Et c'est pas de cette façon-là qu'on devrait soutenir nos enfants. C'est-à-dire qu'encourager les enfants à faire le mal parce qu'on y trouve quelques subsides derrière, c'est tuer nos enfants. Parce que le salaire du mal, c'est toujours le mal. Comme Allah dit dans le Coran, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan, le salaire d'un bien, la récompense d'un bien, n'est-ce pas le bien? C'est de la même façon que la récompense d'un mal, c'est évidemment le mal. Nous avons un long message ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi à vous tous au studio. Et voilà, nous allons d'abord prendre Amadou Bakari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning. Merci beaucoup, comment tu vas? Alhamdulillah.
J'ai dit salam à mon grand frère. Wa alaykoum salam, mon petit frère. Et ta voix me réconforte toujours quand je t'entends être en ligne. Et je sais que j'ai à mes côtés un de mes lieutenants. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est un plaisir aussi de vous accompagner à chaque fois que vous en aurez besoin. Merci, merci. Je dis également salam à tous les autres qui sont en studio. Salam. C'est pas nécessaire d'appeler par nom. Ils se reconnaissent. Tout à fait. Bon, je viens juste de prendre quand même, de vous prendre en courant. J'aimerais bien qu'on me répète le sujet. Le sujet. Alors le sujet de ce matin, tout simplement, c'est une thématique sociale que l'on vit, que l'on observe tous les jours à longueur de journée. Peut-on développer son pays en le rendant avec des coutumes et des modèles importés? Donc, c'est-à-dire prendre ailleurs pour venir développer notre pays. Peut-on le faire? Est-ce possible de développer son pays avec des coutumes et des modèles importés? Avec des coutumes, et des modèles... je ne sais pas. Des modèles, oui, mais avec des coutumes, je ne sais pas. Parce que les modèles, c'est quand même des systèmes qui sont bien développés, qui sont par exemple tels que nous voyons aujourd'hui, des infrastructures, des routes, des installations électriques, des usines, tout ça, ça fait développer un pays. Mais les coutumes, je pense que c'est un peu difficile. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous, les Africains, nous avons été formatés dès le bas par la colonisation qui nous a empêchés, en fait, qui a fait en sorte que, qui nous a d'abord traités des primitifs. Et ceux qui allaient à l'école, c'est ceux-là qui étaient un peu occidentalisés. Et raison pour laquelle vous allez trouver qu'il y a toujours ceux qui ne sont pas allés à l'école et qui sont dans les villages, qui se considèrent toujours, quand ils sont en face de quelqu'un qui allait à l'école ou face à un Européen, ils se considèrent aussi inférieurs. Et tant qu'on a ces comportements, c'est-à-dire cet état d'esprit d'être toujours inférieur par rapport à l'autre, il est difficile de faire quelque chose plus que ce qu'on est. Ça, c'est d'abord une première chose. Et puis, constatons également que nous sommes, il y a certaines personnes qui sont vraiment primitives. Je m'excuse de le dire. Parce que, imaginez aujourd'hui, nous sommes dans une saison pluvieuse et on en a parlé hier du choléra qui sévit, qu'on a eu quelques cas, qu'on a découvert quelque part. Mais cela n'a même pas, avec toute la communication, le principe de faire le système de communication radio, télé, qui fait passer, même avec le WhatsApp. Aujourd'hui, il y a des messages qui passent pour dire aux gens, attention, il y a une maladie qui vous guette à la porte. Et ce sont des éléments que vous utilisez couramment, l'eau, les fruits. Et vous allez au marché, les fruits sont installés à même le sol. Cela ne dit absolument rien à la personne. C'est comme si on parlait à son voisin qui allait à l'école, pas lui, parce que lui n'est pas concerné avec ces choses-là. Ou alors, on a l'impression que aujourd'hui, quand on parle, non, ce n'est pas, c'est-à-dire, on est en train de faire juste une publicité du cinéma, parce qu'on a l'habitude de voir des séries à la télé. On se dit tout se passe comme ça. Et aussi, il y a un autre comportement aujourd'hui. Vous allez voir au niveau des échangeurs. On a installé des échangeurs parce qu'on a constaté qu'il y a une route où les voitures passent régulièrement. Donc les piétons ne peuvent pas en même temps passer, les voitures passer. Donc il y a un problème. Il faut maintenant faire des échangeurs. On place un échangeur. Malgré qu'il y a cet échangeur et qu'on l'a fait pour les piétons viennent s'aligner au bord de la route. Et ils essaient de profiter dès qu'il y a un petit instant d'une seconde que la voiture n'est pas passée pour courir et se rencontrer avec une voiture. Il y a toujours des accidents au niveau des échangeurs. Donc cet esprit, moi je dis, c'est des esprits primitifs. Et pourquoi alors est-ce qu'on se comporte comme ça? C'est parce qu'on se considère toujours inférieur. Alors, pour qu'on développe notre pays, il faudrait d'abord qu'on se rythme d'abord avec ce principe-là, qui est importé, c'est-à-dire à savoir connaître ce qu'on appelle le principe de vie, ne serait-ce que valoriser notre coutume à partir du système importé. Valoriser comment? Parce que si aujourd'hui nous avons des matières premières que nous pouvons développer chez nous et donner du valeur à ces matières premières, ça peut aller. Mais on a toujours tendance à
simplifier tout ce que nous avons chez nous, que ce soit l'habillement, que ce soit la nourriture, que ce soit les moyens de transport. Parce que tout simplement, vous allez voir par exemple, vous allez en Europe ou vous allez en Asie, il y a encore des chevaux qui tirent encore de charrettes. Et ça se fait dans les villes. Par exemple, en Angleterre, vous allez voir que des chevaux tirent encore de charrettes. Et c'est même un moyen de transport que si vous voulez, vous pouvez même louer comme de taxi pour vous rendre quelque part. C'est pas rapide, mais c'est une coutume de Jésus qu'ils ont gardé et qu'ils ont gardé avec beaucoup d'estime. En Asie, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui a 1 hectare des oliviers, mais je vous assure que toute sa famille vit à partir de cet hectare des oliviers. Allez voir comment coûte une boîte d'olives ici. C'est plus de 1000 et ça ne coûte que 100 grammes. Plus de 2000 francs. Donc vous prenez ça à 100. Pourquoi? Parce qu'ils ont valorisé leurs produits et ils ont importé chez nous. Par contre, nous avons des maniocs, nous avons du sucre, nous avons tout ce qu'eux-mêmes ils n'en ont pas, mais nous ne le valorisons pas. Si vous allez au marché, voilà, les pommes de terre, c'est un seau qu'on vous vend à 3000. Alors que ces mêmes pommes de terre-là, si vous allez dans un supermarché, on va vous vendre 1 kilo à 3000. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont occidentalisés là, qui prennent, qui nettoient, qui mettent sa propre brigade. Moi, quand je viens, je trouve que c'est par terre. Avec la boue qu'on a récoltée, on n'a même pas fait aucun travail là-dessus. On veut me vendre à 3000 et que l'autre qui a nettoyé et qui a mis dans un endroit propre, il a enlevé tous les microbes au lieu d'acheter 3000 et acheter d'aller à la pharmacie après. Je préfère aller acheter 1 kilo à 3000, nettoyer, laver pour amener chez moi. Donc voilà en quelque sorte ce qui nous empêche de développer notre pays avec nos coutumes. Si on peut changer notre mentalité, avoir la conscience de donner de la valeur à ce que nous avons, à ce que nous sommes, nous allons vraiment développer sans même avoir l'aide de quelqu'un d'autre. Mais nous attendons toujours qu'on nous aide. Vous allez voir que c'est les pays africains les plus endettés du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas, ou alors ils travaillent, mais ils ne connaissent pas la valeur de leur travail. Ils vendent à un prix symbolique ce qu'ils ont, mais ils partent prendre le crédit pour venir développer chez eux. Et ils seront là en train de payer des générations cette dette qui ne finira jamais. Parce que c'est une dette qui n'a même pas de sens. Donc autant d'éléments qui font en sorte que nous sommes limités et nous ne cherchons pas à nous rendre compte de ces limites, à lever cette barrière et avancer progressivement. Soyons d'abord conscients de ce que nous sommes pour pouvoir évoluer. Sans cela, nous allons toujours être là comme nous sommes. Regardez, toujours en train de critiquer, toujours en train de s'intéresser à ce qui nous apporte absolument rien. C'est l'équipe de France qui gagne, mais c'est toute l'Afrique qui est content. On dit qu'il y a 5 ou 6 Africains qui sont dedans, alors que l'Afrique, c'est 54 pays qui sont composés de l'Afrique. On ne dit même pas que c'est un continent, on le considère comme un seul pays. 54 pays considérés comme un pays. Cela ne fait absolument rien. Mais quand 4 Africains ou 5 Africains sont dans un pays européen, on le valorise. Pourtant, il y a des pays africains qui sont partis en Coupe du Monde, qui sont rentrés. Cela ne fait du mal à personne. Ah, c'est normal. Est-ce que les Africains jouent? Est-ce que les Africains... Mais pourquoi alors ces Africains sont ceux-là qui poussent les pays européens à développer? Pourquoi est-ce qu'on fait la sélection des matières grises en Afrique, qu'on appelle la fuite de mémoire, qui vont aller s'installer en Europe? Tous ceux qui sont intelligents, qui partent étudier en Europe, ne reviennent plus. Moi, j'ai un cousin qui est parti en Europe pour fréquenter. Il a fait 2 ans, il a eu la nationalité française. Gassama a juste grimpé le mur. Il a eu la nationalité française parce qu'on a vu qu'il est fort. Et tout ça, ça nous dit absolument rien. Et on en a combien comme Gassama en Afrique? On en a combien de génies comme mon frère qui est parti, qui a plus de nationalité? Mais on ne les valorise pas. Celui-là, pour qu'il arrive, il a fallu des pieds et des mains pour qu'il y arrive. Il est seul qui est arrivé. Maintenant, lui, il est parti. Les autres, là, on les oublie. C'est ça qui fait qu'il est difficile qu'on se développe. Mais réveillons-nous. C'est pas tard. Et il est important qu'on se réveille et qu'on fasse quelque chose pour que l'Afrique puisse se réveiller et que nos pays puissent développer avec nos coutumes. Tous ces pays qui sont développés, c'est leurs coutumes, c'est leurs habitudes. Donc il ne faut pas qu'on oublie cela.
Donc, je vais m'arrêter là. Je dis vraiment salam à tous ceux qui ont la possibilité d'appeler. Et je dis aussi que Dieu donne la possibilité aux autres de pouvoir appeler et que Dieu fasse qu'on comprenne ce que nous sommes et qui nous aide à devenir aussi plus que les autres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci au frère Amadou Bakari pour cette contribution. Notre auditeur en ligne. Salam alaikum. Wa barakatuh. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Olivier de Barcelone. Olivier appelle depuis Barcelone. Olivier de Barcelone, je ne dis pas depuis Barcelone. Olivier Barcelone. Quartier Barcelone. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me rappeliez le sujet du jour. Je viens d'arriver là. En fait, voilà, mon très cher Olivier, le thème de ce matin: peut-on développer un pays et le rendre avec des coutumes et des modèles importés, dans les modèles qui viennent d'ailleurs? Peut-on développer son pays à travers d'un modèle importé et des coutumes importées? Ok, c'est bien saisi. Mais avant d'apporter ma réponse, n'est-ce pas, à part de contribution à cette question, l'objectif serait d'abord de définir ce que c'est le développement. Parce que de mon point de vue, le développement a deux aspects. Oui. Le premier aspect, il est quantitatif. Et le second aspect, il est qualitatif. Mais en termes de priorité, il faudrait d'abord privilégier le développement du point de vue qualitatif. Et de ce côté, il faut la volonté. La première chose qu'il faut mettre sur pied, c'est une question de volonté politique. Ça, c'est d'abord le premier élément. Et le second élément, toujours dans cet aspect, il faut aussi mettre l'accent sur ce qu'on appelle la signification humaine du développement. C'est-à-dire que mettre l'homme au centre, n'est-ce pas, de toutes les questions liées au développement. Parce qu'en réalité, au fond, c'est quoi? On a besoin de la matière grise. Cette matière grise doit concevoir des projets de développement. Maintenant, à la volonté politique, n'est-ce pas, de concrétiser tous ces projets conçus. Mais on se rend compte que ces éléments ne sont pas mis sur pied. La faute, c'est à qui? Questionner d'abord le système d'enseignement, le système d'éducation qui est mis sur place. Et il faudrait aussi questionner ceux qui nous dirigent. Parce qu'en réalité, au niveau même politique, il n'y a même pas ce qu'on appelle la notion de l'intérêt collectif, voilà la notion de l'intérêt général. Voyez-vous que peut-être lorsqu'un jeune a un projet de développement, ou alors il a un projet qu'il a conçu, quand il vient, il présente peut-être à une structure de l'État. Vous allez voir maintenant, on va vous parler des pourcentages de gauche à droite, et ça ne favorise pas l'émergence d'un pays. Et maintenant, si on prend le second côté, qui est l'aspect matériel du développement. Attendez, nous avons les minéraux, nous avons le bois, nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons tout pour nous développer. Mais demandez-vous alors pourquoi on n'accède pas au développement. Ceux qui ont compris font quelque chose pour leur population. Qu'est-ce que la population a besoin? D'une bonne structure, des bonnes infrastructures, de logement, de déplacement, de santé, d'éducation, etc. Donc pourquoi on n'accède pas à ce développement? Je prends par exemple le cas de la Guinée équatoriale. Les exemples sont patents. Je n'ai pas besoin de citer certains indices. Mais pourquoi certains États africains ne parviennent pas à asseoir des conditions de vie meilleures à leur population? Vous comprenez donc que les gens travaillent beaucoup plus dans leur pays pour l'amélioration de leur gouvernement et non pour l'amélioration de leur État, de leur nation. Tant que le gouvernement est bien encadré, bien payé et autres, ça va. Non, on ne s'inquiète pas de la population. Si oui, lorsque les élections s'approchent, vous voyez un peu. Donc il y a tous ces éléments-là qui font en sorte que la question de développement en Afrique, en général, n'est-ce pas, reste toujours un os dur à croquer. Parce qu'on n'a pas aussi les dents pour croquer vraiment cet os-là. Mais il y a la volonté, qui pose problème. Donc voilà un peu ma petite contribution pour ce débat.
Donc je reviendrai encore plus tard si j'ai un peu d'inspiration. Ok, merci très cher Olivier. Voilà, donc justement, voilà, deux interventions forcément qui ouvrent des brèches, Cheikh. En réalité, le premier intervenant a parlé de la mentalité. La mentalité, c'est quelque chose qu'il faut revoir dans notre comportement. Je dis beaucoup plus chez nous ici en Afrique. La mentalité, on est un peu complexé. Et ce complexe-là fait en sorte que on passe à côté de ce qui est utile pour consommer ou pour concevoir, pour utiliser et aller vers ce qui nous est, je dirais, inutile ou alors moins utile. Donc tant qu'on ne va pas vers l'utile, on va vers quelque chose qui est agréable mais qui n'est pas utile, alors on n'est pas en train de travailler pour notre développement. Donc c'est le complexe qui nous fait rester encore en retard aujourd'hui. Mais en même temps aussi, on va un peu revenir sur les propos d'Amadou Bakari tout à l'heure qui faisait la part des choses. Donc de savoir que la coutume, certes, en fait, de copier les coutumes des autres, c'est un peu, ce n'est pas ça, mais les modèles importés, c'est quand même un côté positif de savoir que on peut utiliser des voitures, on peut construire des ponts. Là, pour lui, quelque part, c'est quelque chose de positif qui peut développer un pays. Des coutumes comme des modèles. Des modèles. Oui, des modèles comme des coutumes, je répète bien. On ne peut pas faire ici la lecture de tout ce que l'autre utilise comme coutume ou alors comme modèle pour dire que ça c'est bien, ça c'est bien. Mais moi je dis que ce soit les coutumes ou les modèles, il faudrait faire étudier, analyser qu'est-ce qui est fait ailleurs et pour quel intérêt. Est-ce que c'est compatible avec mon milieu? Est-ce que c'est favorable à mon développement avant de pouvoir rejeter? Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il ne faudrait pas se renier et il ne faudrait pas vivre en vase clos aussi pour dire que non, je ne prends pas des autres, mais il faut faire de la sélection de ce qu'il y a de bien ou d'utile chez l'autrui pour l'amener vers moi. Nous avons un SMS, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et au studio, à tout le studio et au Cheikh, qu'Allah vous accompagne et vous agrée. Amen. Le thème d'aujourd'hui est très important. Vous pouvez développer, imiter la conception d'autres pays. Et c'est vraiment vrai, nous abandonnons vraiment nos racines pour suivre surtout les Occidentaux. Regardez nos sœurs, elles mettent des cheveux, des blancs, elles se maquillent, tout ça pour leur ressembler. Et vraiment, nous devons parler nos langues parentales, nous ne devons pas l'abandonner. Vraiment, restons comme Allah a voulu. C'est pas parce que nous sommes blancs ou noirs qu'on ira forcément au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Eric Younous. Merci. Merci au frère Eric Younous, merci pour cette contribution, pour l'SMS que vous avez envoyé. C'est au 655 11 11 55, au 673 73 63, 73 665 12 12 32 et le 678 28 70 70. 655 11 11 55 673 73 63 73 and 665 12 12 32. Those are the numbers through which you can reach to us by participating to the program or by sending a text message. We are talking on how can we prepare for our future, how can we prepare, develop without getting away from our origins. Since morning we've been talking about language, identity, outfit, tradition. Now we will go to talk about the habits. You know, we the Africans, we have our habits, and that our parents taught us. That's good manners and all the like. But then how to say good morning, good afternoon, how are you, fine, thank you, I'm sorry, please forgive me, and so on and so forth. But then when we tend to look at how Europeans live, they hardly have this these good habits that we the Africans have been cultivating since from our forefathers.
But then we tend to be arrogant just because we've already gone to Europe and come back, and they give us all the respect, even if we tend to look down on others. That's how we get assimilated, even in our habits, the way we behave, our behavior. We tend to put our origin aside. Our origins show us that we were so respectful, even to the smaller kids. We were respectful to them, but then we do not see the same thing with the Europeans. What can we say about changing our habits or changing our attitudes? En fait, nous aujourd'hui en Afrique, beaucoup plus, nous sommes comme des moutons de panurge qui suivons n'importe quoi. Tant qu'on voit ça, surtout sur le corps du blanc, on sait que c'est ça qu'il faut faire. L'habillement, pour qu'il soit décent, il faut qu'il couvre le corps. Et nous le connaissons depuis nos parents. Et nous le connaissons d'après même le Coran qu'Allah a envoyé comme livre de direction pour nous orienter dans notre comportement. L'habillement doit donc être décent, et nos parents sont restés dans ce modèle-là jusqu'à ce que le contact soit fait avec les Occidentaux, qu'on commence à prendre que ce qui vient des Blancs, c'est ça qui est bien. Et malheureusement, chaque fois qu'ils changent, soit en allant vers le bien ou le mal, nous le suivons parce que nous avons la culture du suivisme. Autrefois, il y avait, je me rappelle, il y avait autant un certain chanteur qu'on appelait j'oublie son nom, mais il s'habillait en portant des chaussures avec talons très très hauts. Et à cette époque-là, si tu n'achetais pas une chaussure on appelait les salamandres, je crois, les salamandres, voilà. Si tu ne t'habillais pas en salamander, tu n'étais pas quelqu'un de considéré dans la société. Il est arrivé que on avait des pantalons qu'on appelait les hot pants, les pattes d'éléphant. Alors, si tu n'appelles pas pattes d'éléphant, tu n'es pas considéré. Tu n'es pas galant dans la société. Nous avons suivi ça. Après est venue la période des paires basses, les tailles basses. Nous avons suivi ça aussi. Nous sommes comme les moutons de panurge. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est utile pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous. Parce qu'on voit faire, et surtout comme on a vu sur le corps du blanc, on croit que c'est bien. Bon, alors, donc il faut faire la part des choses. Nous avons la culture du suivisme, et nous n'avons pas la culture de voir ce qui est important pour nous. Mais c'est pour ça que je dis, l'Africain a un milieu naturel. Il a un climat chez lui. Il a une végétation, une certaine hydrographie chez lui, à travers lequel il doit forger son habillement, son comportement alimentaire, vestimentaire, et puis même son habitat. Aujourd'hui, parce que j'ai vu à la télé quelqu'un porte un vêtement un velours en France, peut-être parce qu'il fait l'hiver. Moi aussi, étant là où il fait très chaud, je dois porter le velours parce que j'ai vu le velours sur le corps d'un Français. Nous ne sommes pas... Ce suivisme-là est en train de nous détruire tout autour. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses en fonction de notre milieu, on fait des choses en fonction de ce qu'on voit sur les autres, sur le corps des autres. Et c'est ça l'Africain en général. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne peut pas se développer. Je vais porter dans ce velours-là, en pleine saison sèche. Alors que lui l'a porté parce qu'il fait frais. Alors je suis en train de me détruire. Donc on ne peut pas se développer en suivant les autres bêtement, mais on peut prendre dans le modèle des autres ce qui est bien pour nous aider à nous développer. Mais il faut faire la part des choses. Il ne faut pas le faire comme des moutons de panurge. Complexe d'infériorité, forcément. Donc, comme le Cheikh Belmahmoud venait de le dire tout à l'heure, on est des suivistes. On va prendre un SMS sous Birou. Salam, how do you want the children to speak their language? Since even we notice that today some parents don't even speak their languages themselves to them, which is very dangerous. C'est Zainab de Commando, elle est en train de dire comment espérons-nous que les enfants parlent langue parentale, pourtant les parents aujourd'hui ne les parlent même plus, même avec les enfants à la maison. Si vous entrez dans chaque foyer, vous allez entendre soit l'anglais ou bien le français. La langue parentale est
totalement mis de côté. En fait, ce qu'il dit, ce que ma fille est en train de dire, c'est ça, c'est vrai. Donc, c'est pas les enfants qui sont à condamner, et c'est nous les parents qui sommes condamnés. C'est nous qui nous orientons nos enfants vers la dérive, vers la perte de leurs origines, de leurs repères culturels et vers l'acculturation, je peux dire, parce que c'est des personnes qui vont s'acculturer, qui vont être acculturés, ils ne vont être ni les origines de leurs parents, ni atteindre ce qu'ils voient faire chez les autres, ils vont rester au milieu. Et c'est nous les parents qui sommes à l'origine de ça. Et il faut faire une chose. Dans chaque société, il faut une décision qui peut partir d'un individu. Et avant d'atteindre une collectivité, une communauté et même une nation, c'est pas tout le monde qui construit une nation. Il y a toujours un groupuscule de personnes qui commencent à prendre l'idée et qui commencent à mettre l'idée en fonction, en pratique, pour que les autres voient. Et puis, en mettant la baraka d'Allah, ça pourra prendre la communauté et la société et peut-être tout le pays en général. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que on va continuer à faire comme les autres, à savoir que bon, chez moi, comme l'autre ne parle à ses enfants qu'en français, moi aussi ne parle qu'en français, et que rien ne va changer. Commençons même dans le cadre familial à changer les choses. Il se peut que si Allah le veut, et si nous avons confiance en Allah, Allah peut changer notre société demain. Mais n'attendons pas que du jour à mois, que ce soit comme un coup de baguette magique, les enfants vont tout brutalement comme ça, brusquement comme ça, commencer à changer, à pouvoir parler de leur langue alors qu'on ne leur a pas parlé depuis le bas âge. Parlons toujours de l'identité à un chèque. Nous constatons aujourd'hui, je m'appelle Souberou, je suis fier, c'est mon nom, c'est un nom africain. Ouma s'appelle Nembo, il est fier de son nom. Patrick s'appelle Tonnet, il est fier de son nom. Suleiman BNB, il s'appelle le Bitituga, il est fier de son nom. Mais aujourd'hui, nous trouvons certains de nos frères, dès qu'ils arrivent, ils changent non seulement la nationalité, mais le nom. Vous voyez un Camerounais qui s'appelait peut-être Tamanjong ou bien Tafak Rodrigue ou bien Tafak Adamou, il arrive là-bas et subitement il s'appelle Dupont. C'est grave, et même c'est gravissime, ma fille, parce que si on peut se renier jusqu'à ce niveau, renier même le nom que les parents ont donné à la naissance, je dis c'est aller tout droit vers la perte, vers la perdition, si je peux m'exprimer ainsi. Donc et cela se voit aujourd'hui, hein, même chez nous les Bassa. Bon, c'est un cadre particulier, mais je vais l'utiliser ici. On sait que la fille porte le nom de son père en ajoutant le préfixe Ngo. Ça veut dire quoi? Ma fille s'appelle Ngobel. Si c'est la deuxième, Ngobel, c'est le prénom qui va changer. Ça, c'est chez les Bassa, c'est la tradition Bassa. Aujourd'hui, parce que on voudrait pas qu'on pense que je suis Bassa, je dis Belle Fadimato. Belle, c'est comme ça qu'on commence à faire, mais c'est Ngo de côté. Ngo de côté, parce qu'il faut pas qu'on sache que je suis Bassa. Pourquoi ne pas être fier de dire que je suis Bassa, hein? Qu'est-ce que soit, je suis Bassa, même si on dit que les Bassa sont les lanceurs de moissons, ce n'est pas tous les Bassa qui lancent les moissons, ça ne doit pas faire en sorte que je me renie. Non, je suis fier d'être Bassa. Donc, ma fille et toutes mes petites filles vont porter le nom de leurs parents, Ngo. C'est comme ça, avant de donner votre prénom. Donc, c'est parce qu'on est en train de vouloir prendre de distance avec ses origines aujourd'hui, qu'on adopte des comportements qui sont regrettables, qui sont vraiment condamnables, et il ne faut pas le faire. Restons, c'est Allah qui a voulu que je naisse dans ce milieu-là. Bassa, je dois être fier de ce que Allah a fait en moi, mais je ne dois pas condamner Allah pour avoir fait de moi un Bassa et chercher à changer aujourd'hui, au point de changer même le nom de mes enfants et de faire en sorte qu'on ne pense pas qu'ils soient Bassa, qu'ils sont Bassa. C'est bien dit par le cheikh Bel Mahmoud et cela aussi est quelque chose d'important de garder véritablement son identité, parce qu'on se rend compte que on a un problème, on a une crise identitaire quand même au Cameroun. En fait, on renie véritablement nos origines, et c'est pas quelque chose de bien. Vous écoutez la radio Al-Huda pour ceux qui viennent de nous prendre à l'instant, et la thématique de ce matin: peut-on développer un pays et le rendre avec des coutumes et des modèles importés? C'est la véritable thématique ce matin. Je sais que c'est partagé entre ceux qui sont pour
des modèles intéressants, en fait des modèles positifs qui peuvent développer un pays, et de l'autre côté on essaie aussi de voir que ce n'est pas aussi ça de copier dans le mauvais sens. Donc c'est un peu ça. Donc on essaye ce matin de vous éclairer à travers notre fréquence, la radio qui est Norilam. Alors les codes d'accès 6 55 11 11 55, 6 55 11 11 55, ou encore le 6 73 73 63 et le 6 55 12 12 32, vos codes d'accès habituels. Vous pouvez nous appeler, donner votre point de vue concernant la thématique de ce matin. Elle n'est pas évidente, hein, il faut le préciser, elle n'est pas évidente, c'est vrai. Voilà, alors de l'autre côté de la technique, on nous fait signe qu'il est 8h passé de 3 minutes, voilà, c'est vrai, le top horaire n'est pas passé, mais Cheikh Bel Mahmoud, on reste toujours dans la thématique concernant les problèmes d'intégrité et d'égocentrisme. C'est quoi d'ailleurs l'intégrité? Comment peut-on expliquer l'intégrité de quelqu'un? L'intégrité de quelqu'un, c'est une valeur. Hein. Quand on parle d'un homme intègre, c'est un homme loyal. C'est un homme, quand il parle, il tient à sa parole. C'est un homme qui est fier de sa personne et de sa personnalité. Et c'est un homme qui est fier, même s'il porte la peau noire, il est fier d'être noir. Donc c'est un homme intègre. C'est un homme qui a des valeurs sociales et culturelles assez considérables. Donc c'est un homme intègre. Bon, vous avez parlé d'un autre terme là. L'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est en fait, en quelque sorte, vouloir tout pour lui seul. C'est-à-dire que toute chose qui est bonne, vouloir que ça soit pour lui. Ça c'est le contraire de, je peux dire c'est le contraire de l'égocentrisme. C'est un comportement qui n'est pas appréciable, qui n'est pas bon. C'est un comportement qu'on devrait rejeter, parce que nous sommes, chaque personne est une personne sociale et on doit se comporter comme élément de la société. Ça veut dire que s'il y a à manger par exemple, c'est pour la société, c'est pour la communauté. S'il y a à s'habiller, s'il y a un bien quelconque, on doit le considérer comme un bien communautaire. C'est-à-dire que partager avec les autres. Ok, 8h passées de 5 minutes, si vous venez de nous joindre, vous êtes en train d'écouter Assalamu alaikum, votre réveil matinal sur les ondes de la 99.3 MHz. Nous avons le frère Olivier qui nous revient. Assalamu alaikum. S'il vous plaît, je voudrais demander au chef s'il peut passer le programme de Abdelmajid. Okay. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va passer sur la radio. On va le faire en off après l'émission, c'est mieux. Ah ok, d'accord. Okay, D'accord. merci. Merci. Okay, how can we prepare for our future without getting away from our origins, or how can we develop without getting away from our origins is our talking point for today. If you are just joining us, you are listening to Assalamu alaikum on Radio FM 99.3 MHz, which is a frequency that feeds your soul and the voice of the community. In this studio, we are with Sheikh Bel Mahmoud, who is been talking to us about what our origins are all about, how we should valorize it, le développement avec coutume importée. Nous avons l'aliénation culturelle, également la dévalorisation des langues, consommation des produits importés au détriment du Made in Cameroun. L'identité également, c'est un problème de dignité, intégrité. Et nous avons également les bourses scolaires. Vous avez votre enfant qui a une bourse, et dès que l'enfant arrive en Europe, il fait bon. Le Cameroun, là, moi, je ne reviens plus. C'est mieux ici. Je ne repars plus là-bas parce que vraiment, c'est pas facile, la souffrance, tout ça. Bien, la vie est belle de ce côté-là. Au Cameroun, je ne pars pas mieux, je reste ici. Bon, c'est ça.
fuient nos origines, fuient nos racines, c'est-à-dire la langue, l'identité, pourquoi pas la tradition, les mets, tout ça, et les attitudes aussi, le comportement compte. Le comportement beaucoup plus. Nous n'avons pas encore parlé du comportement que nous empruntons de ce côté-là. C'est-à-dire nos attitudes ici en Afrique sont très différentes des attitudes européennes. Que pouvons-nous dire à cet égard-là? En fait, renier ses origines, renier les dispositions que le Créateur vous a données dès de la création, c'est un peu une manière de condamner Dieu. Permettez-moi le terme. C'est-à-dire que je veux chasser la peau noire de moi parce que ça veut dire que Dieu qui m'a donné la peau noire n'avait donc pas raison de le faire. Je voudrais me détacher de ma langue aujourd'hui pour n'adopter que la langue européenne. Ça veut dire que Dieu qui m'a donné cette langue-là à l'origine, Dieu n'avait pas raison. C'est une manière de condamner Dieu. Mais toutes ces choses-là, je ne veux plus vivre en Afrique aujourd'hui parce que le milieu dans lequel Dieu m'a fait arriver sur terre, vraiment, ça veut dire que Dieu n'était pas, je ne suis pas d'accord avec Dieu qui a fait en sorte que je naisse au Cameroun. Je dois aller en France, vivre là-bas, mourir là-bas. Alors, ça veut dire que, quelque part, je suis en train de condamner Dieu qui a fait que je sois là. Bon, mais ces choses-là ont souvent des conséquences. Elles ont souvent des conséquences. Si ce n'est pas à court terme, mais même à long terme. Et si on ne répond pas aux questions aujourd'hui, même devant Allah, on va répondre aux questions. Parce que quand Allah vous a donné cette disposition-là, utilisez-la et remerciez Allah pour ce qu'il a fait. Parce qu'il a dit, si vous le remerciez, il va vous en rajouter. Mais si vous êtes ingrat de ce qu'il vous a donné, alors sachez que son châtiment est terrible. Si vous êtes ingrat de cette disposition, de cette langue-là, de cette couleur de la peau, de ce milieu naturel que Dieu vous a donné dans les origines-là, si vous êtes ingrat, ça veut dire mécréant, sachez que le châtiment d'Allah est terrible. Thématique. Peut-on développer un pays et le rendre avec des coutumes et des modèles importés? Si c'est possible, vous nous dites. Si c'est pas si possible, vous nous dites, parce que c'est aussi ça. La radio ce matin, c'est une thématique à deux côtés. Donc, ça tranche de l'autre côté, comme ça on peut aussi trancher de l'autre côté. Mais un auditeur en ligne, allô. Assalamu alaikum. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Denis. Denis nous appelle depuis quel quartier? Oui, je vous appelle de Marché Congo. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Marché Congo. Marché Congo, voilà. Denis, Marché Congo. Oui, on vous écoute. Oui, peut-on développer un pays avec des modèles importés? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. D'accord. Moi, j'ai dit oui. Parce que il y a dans notre pays, par exemple, ou en Afrique, par exemple, nous jouissons avec des choses qui viennent d'ailleurs plus. Et il faut savoir que le monde est universel. Et à cause de langue et la peau et de culture, il y a des différences. Alors, si je mange le riz, et puis je pars dans d'autres villages qu'on mange, je ne sais pas, le pistache, et dans ma bouche, le pistache est plus délicieux que le riz, je dois manger plutôt les pistaches. Et ça dépend comment l'homme se sent. C'est les sentiments, et l'homme sait ce qui est bien. On dit souvent que ce qui est bien est bien. Bon, alors, si nous voyons que beaucoup de personnes cuisent certaines choses et ne veulent plus encore rentrer dans ce qu'ils avaient de leur origine, et ils ont grandi et découvert que ceci est bien plus que ma part. Et je dis souvent que quand tu trouves ce qui est plus bien que ta part, il faut abandonner ta part. Tu vas pour le meilleur. Et je dis toujours que et maintenant, sur la langue, vous savez, les noirs avec les blancs, même pas seulement les noirs, il y a les noirs qui sont nés en Amérique, d'origine américaine. Quand ils parlent anglais, tu ne connais pas si c'est un blanc ou bien c'est un noir. Et vous voyez, le noir africain, quand ils vont là-bas, ils peuvent changer aussi le ton. Mais un Africain ici ne peut pas parler comme un Américain, mais
un noir africain né là-bas parler comme un Américain. Le problème, c'est que ce qui est bien, bon, si vous voyez, quand tu parles, pour moi, c'est mon point de vue, et vous voyez anglais, français, et parfois d'autres langues, quand on parle, la langue est bien, c'est fixé. C'est-à-dire, un noir, un blanc, une voiture, c'est bien. Quand l'homme entend ce qui est bien, il veut abandonner sa part pour suivre ce qui est bien. Bon, c'est pour ça, moi je crois, le modèle importé ou pas importé, le monde est universel. Si nous pouvons penser que le monde est universel, que nous sommes un. Et parce que même les diversités de langues étaient une malédiction, et nous revenons pour savoir qu'est-ce que nous allons faire pour que ce monde soit universel. Nous allons faire quelque chose qui est bien. Ou soit pour les Noirs, ou pour les Blancs, pour l'Europe, ou bien pour le Congo, pour le Cameroun. Que nous faisons ce qui est bien, qui est vraiment bien. Et nous allons être, pour moi, je crois que le modèle importé pour développer un pays. Nous voyons même les francs-maçonneries qui sont allés dans certains pays, on les accueille parce qu'ils croient que les francs-maçonneries peuvent construire des pays. Nous savons ce que je dis. Bon, c'est ça, je crois. Les modèles importés peuvent quand même aussi développer quelque chose. Merci. Merci à vous, très cher, pour votre appel et votre point de vue. Cheikh Belmabout, à travers ce que l'auditeur venait de dire tout à l'heure, votre point de vue par rapport à tout ce qu'il a eu à dire. Oui, comme il le disait, et je l'ai dit, en fait, rejeter le modèle importé, c'est pas la solution. Mais ce que je voudrais, je m'insurge, je compte ceux qui pensent qu'on doit se renier parce que c'est l'apport extérieur qui va assurer notre développement. C'est ça que je ne voudrais pas. En réalité, Dieu, notre Créateur, il nous a donné des dispositions et même des prédispositions qui sont en nous et autour de nous dès la naissance. Il faut d'abord qu'on soit reconnaissant envers lui. Il est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui qui nous aime mieux que nous-mêmes, celui qui sait ce qui est important pour nous mieux que nous-mêmes. Donc, et si on ne le remercie pas pour ça, il nous a prévenus, alors son châtiment est terrible. Je vais vous réciter une petite histoire très courte. Quand il vit longtemps sur la terre, je ne dis pas que je suis très vieux, mais j'ai déjà passé beaucoup de jours. Mes enfants, et j'ai vu des choses qui me font parfois dire que si quand on rejette, on est méconnaissant, on n'est pas reconnaissant envers Allah, on court vers sa propre déchéance. J'ai travaillé dans un ministère qu'on appelle le ministère des Postes avec un collègue. Bon, il s'est trouvé qu'à un moment donné, il a voyagé pour la France pour 2 ans. En voyageant, donc, il est parti avec sa femme. Je sais que le nom de sa femme, je sais que s'appelait Agathe, le nom, l'autre, je sais pas. Bon, elle a voyagé donc, et ils avaient 2 petits enfants. Comme lui, il devait faire 2 ans, il dit à sa femme, bon, ok, toi, tu as eu le BPC au Cameroun. Tu ne vas pas rester comme ça. Tu dois t'inscrire quelque part pour continuer aussi. Au moment où il achève ses 2 ans, il doit rentrer au Cameroun, il reste 1 an pour sa femme pour qu'il fasse le baccalauréat. Il dit à sa femme, comme il aimait beaucoup sa femme, bon, il dit, bon, toi, si tu vas au Cameroun avec moi, le système d'éducation n'étant pas le même, tu seras perturbé. Je propose que tu restes ici en France, et moi je m'en vais au Cameroun. Dès que tu finis, si tu finis l'année prochaine, tu me rejoins au Cameroun. Et pour que tu ne sois pas perturbé, je m'en vais avec les 2 enfants, pour que tu sois libre comme ça, tu vas fréquenter la tête tranquille. La femme est restée. Elle a fini l'année et justement elle a obtenu son baccalauréat. Bon, dès qu'il a les relevés de notes, elle a fait un message à son mari pour dire à son mari que vraiment je viens d'obtenir mon baccalauréat, mais seulement je voudrais t'annoncer que j'ai trouvé ici l'homme de ma vie. Donc je ne suis plus prêt à revenir au Cameroun. Peut-être qu'un petit blanc avait déjà pris le temps de la détourner. Et dit, je ne suis plus prêt à revenir au Cameroun. Donc, vraiment, s'il te plaît, oublie-moi. Moi aussi, j'étais oublié. Le garçon a lu la lettre. Il a relu la lettre. Il a encore relu la lettre. Il croyait comprendre, ne pas comprendre le message qui ressort là-bas. Il relit encore plusieurs fois, mais c'est la même chose qui ressort. Il quitte donc, il s'en va voir son grand frère. Arrivé chez son grand frère, il jette la lettre comme ça. Il dit, regarde ce que Agathe m'a écrit. Bon, le grand frère a pris la lettre. Il a lu. Il est resté un temps tranquille et dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il dit, c'est comme ça les femmes.
C'est la réponse de son grand frère. Hein. Bon, et vraiment, il faut prendre ton courage, prendre ton mal en patience, c'est comme ça. Bon, s'il t'a dit qu'il t'a oublié, vraiment, n'insiste pas. Bon, le monsieur a pris une décision très, très draconienne. Il a dit qu'il ne se mariera plus jamais. Si c'est comme ça, les femmes, il a 2 enfants, ça va. Bon, il était sous le poids de la colère. Bon, vous pouvez sentir un peu ce qu'il a. Bon, il a dit que si c'est comme ça, bon, il est resté. Bon, il avait quand même des domestiques qui venaient l'aider à entretenir les enfants. Les enfants étaient encore petits. Bon, il revient au travail de temps en temps. C'est un responsable. Et à l'époque, on utilise ce qu'on appelle les standards. C'est-à-dire qu'on appelle le téléphone au secrétariat et on te passe les trucs. Le matin, il a tardé à venir un matin au travail. Mais il trouve qu'il y a un coup de fil qui vient de la France. Depuis le matin, on cherche à lui parler. Mais il n'est pas là. Le nom de la personne, je ne voudrais pas le dire parce que c'est... Bon, et la secrétaire dit, patron, vraiment, on a appelé. Depuis le matin, il y a quelqu'un qui appelle de la France. Il dit, il n'a pas dit non, lui dit non. Et c'est la voix d'un homme, je dis non, c'est la voix d'une femme blanche, apparemment. Bon, lui aussi, il essaie de regarder. Il dit, bon, mais elle a dit qu'elle va la rappeler. Il dit, bon, ok. Il est dans son bureau. Quelques instants après, on dit, elle est en ligne. Bon, il prend le téléphone. C'est vous, monsieur tel, il dit oui. C'est vous qui travaillez au ministère des Postes? Oui. Vous êtes invité à venir d'extrême urgence en France. Votre femme elle est victime d'un accident de circulation sur la route Paris, quoi, là. Et donc, vous êtes invité, elle est internée à l'hôpital de la Petite-Salpêtrière. Donc, venez d'extrême urgence. Il dit quoi? Il dit, on dit, votre femme, telle, elle est victime d'un accident de circulation. Elle est internée à l'hôpital de la Petite-Salpêtrière. Donc, venez d'extrême urgence l'assister. Lui aussi, il répond, mais je n'ai pas de femme là-bas, hein. La femme blanche veut insister, mais qu'est-ce que ça signifie? Il a raccroché le téléphone, il a compris que... Parce qu'il a voulu se séparer, il ne veut plus entendre parler de celle qui avait dit de l'oublier, demandé de l'oublier. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, la femme, quand elle est restée, effectivement, elle a été détournée par un jeune... un gaillard là-bas. Il l'a détourné, il lui a promis le mariage. Bon, et quelques temps après, ils ont vécu ensemble. Elle, après avoir écrit la lettre à son mari, maintenant elle n'a pas de soutien puisque son mari n'envoie plus ce qu'il a envoyé pour soutenir son logement, ses études et tout. Tout est arrêté. Et le mariage n'a plus lieu, le garçon l'a abandonné. Là, voilà, comme ça, dans les rues de Paris, sans soutien. Elle commence aussi la vie de débauche parce qu'il n'y a rien à faire. Oui. Maintenant que c'est grave, là, elle veut se rendre à Bruxelles. Bon, en route, là, il y a un accident de circulation. Elle n'est pas morte, mais les 2 jambes sont broyées jusqu'au genou. On prend donc les accidentés, et parmi lesquels on l'amène à l'hôpital de la Petite-Salpêtrière. Il n'y a rien à faire pour les jambes, on va amputer. On a amputé, mais il faut les gens pour assister parce que les autres blessés, leurs membres de famille viennent de temps en temps les assister. Toi, tu n'as personne. C'est là où il dit qu'elle a son mari qui est au Cameroun. Il donne donc le numéro de téléphone. Et c'est pour ça qu'on appelle son mari. Son mari a appris ça, il dit que moi je vais abandonner, je n'ai plus de femme là-bas. On a soigné les blessures. La femme a retrouvé la santé avec sans jambes, c'est-à-dire que ça ne marche plus. On a donc envoyé le colis au Cameroun. Quand elle est arrivée, c'est dans le quartier de Komkanaka que ses grands frères sont venus la prendre pour l'amener là-bas. Ils ont fait une délégation pour venir voir son mari pour dire que le linge sale se lave en famille. Ta femme est arrivée. S'il y a eu des malentendus, vraiment, il faut venir la prendre. Bon, il dit, bon, ok, j'ai compris qu'elle est arrivée, je vais venir, je vais voir ce que je vais faire. Un jour, elle prend un de ses amis, avec ses 2 enfants. Vous allez m'accompagner quelque part. Ils viennent trouver donc dans la belle famille. En entrant dans la maison, il trouve que sa femme est assise sur le canapé. Les 2 jambes sont coupées. Il dit à ses enfants, voilà votre mère. La femme, en embrassant ses enfants, elle a pris le mouchoir et elle coulait les larmes. Bon, tant qu'il reste là, quelques dizaines de minutes, lui demandait comment ça s'est passé, l'accident, tout ça là. Bon, et le voyage retour, tu es bien arrivé? Oui. Ok, j'avais compris que tu es venu, c'est pour ça que je suis venu te rendre visite. Bon, de temps en temps, quand j'ai le temps, je vais passer. Alors, il prend ses 2 enfants. En sortant, son beau-frère, il dit, mais, beau-frère, ta femme, tu ne l'amènes pas? Il n'a même pas répondu. Il est sorti avec ses 2 enfants et son ami. Ils sont rentrés dans la 505, sa voiture, c'est 505. Ils sont partis. Bon, alors les belles-sœurs ne pouvant pas supporter celle qui, pour aller aux toilettes, il faut la porter. Pour faire ceci, il faut porter. Bon, on a dit, ils ont commencé à manifester les signes de le ras-le-bol et puis on l'a envoyé chez sa mère vers les villages de 100 000 très loin.
l'histoire s'est terminée. Je ne sais pas s'il est vivante encore ou pas. Je voudrais dire que parce qu'on n'a plus voulu vivre au Cameroun, or Allah t'avait créé, il t'avait fait naître au Cameroun. Maintenant tu ne peux plus vivre, tu as refusé ce que Allah, parce que Allah peut-être n'était pas juste quand il t'avait, tu as voulu vivre en France. Et voilà les conséquences. Et Allah dit dans le verset, si vous me remerciez de ce que j'ai fait pour vous, je vais vous en rajouter. Mais si vous êtes ingrat, c'est-à-dire mécréant de mes faveurs, sachez que mon châtiment est terrible. Le sort de cette femme, vraiment, elle mérite à être méditée pour les autres femmes. Car à bon entendeur, salut.